Bonsoir et bienvenue. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter ce tout nouveau numéro de votre émission Actu Diaspora sur la chaîne A2 TV. Et nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Boubacar Seye. Il est le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Monsieur Seye, merci d'être venu. Bonsoir et merci à vous aussi. Voilà, nous allons évidemment démarrer par ce qui fait la forte actualité aujourd'hui. Comme vous le savez, le président Macky Sall a fait passer le décret qui augmente le nombre de députés de 150 à 165, dont 15 députés de la diaspora. Une aubaine, direz-vous, ou bien vous vous rangeriez du côté de l'opposition qui conteste cette décision? Non, nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup de réserves. Nous avons eu à demander, même au-delà des députés, une commission spécifique aux questions migratoires au sein de l'Assemblée. Ce qui serait un préalable ou un plus par rapport à l'augmentation des députés? Bon, moi je ne vais pas raisonner en termes de statistiques ou de nombres. Ce qui est sûr aujourd'hui, et ce qui est évident, est que aujourd'hui, des Sénégalais de l'extérieur devraient être aujourd'hui présents dans tous les cercles de décision du pays, a fortiori l'Assemblée nationale. Vu les problématiques aujourd'hui que nous rencontrons dans le monde de l'immigration, je parlerai de ces assassinats, de ces Sénégalais qui ont maille à partir avec la justice des pays d'accueil, etc., etc. Donc, pour dire que cette décision est venue en ce moment et nous l'approuvons. Seulement, il y a des réserves. Nous l'accueillons aussi avec beaucoup de réserves. Laquelle? Parce qu'on nous parle de 15 députés, mais on n'a pas encore défini les critères et le mode d'élection de ces députés-là. Donc là, effectivement, il y a des risques. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait évaluer ces risques-là et mettre toute une stratégie de gestion de ces risques pour éviter une division au sein de la diaspora dans sa diversité, dans sa complexité, pour éviter des dissensions au sein de la diaspora, pour éviter aussi des intérêts crypto-personnels qui va aller en l'encontre des principes même et des causes de la diaspora. Mais qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Que cette mesure soit vraiment une mesure politique? Vous craignez que le président Macky Sall adopte cette décision comme une stratégie pour caser une clientèle politique? En tout cas, donc on le pense. Mais moi, je dirais tout simplement que nous avons pris acte. Il y a des risques qui sont là. Et nous Il y a des risques politiques. Justement, c'est la raison pour laquelle nous refusons toute instrumentalisation politique de cette mesure. Et pour que cette mesure soit efficace, effectivement, il faudrait faire taire les intérêts irrationnels et l'instrumentalisation politique. Alors nous refusons des députés au service de partis politiques. Donc il faudrait des députés pour la cause de la diaspora. La diaspora pour la diaspora. Sinon, on reviendrait au schéma classique. Donc la diaspora comme grenier politique au service des partis politiques classiques. Et nous ne l'accepterons pas. Et ça risque de ne pas être efficace. Et ça risque encore une fois de porter un coup fort à la diaspora qui malheureusement aujourd'hui, ville martyre, la diaspora qui se sent orpheline et sans aucune prise en charge juridique, je dirais. Donc la diaspora qui a besoin plus de protection vu ce contexte géopolitique miné par les discours de miné par l'islam mis au bain des accusés, miné par tout ce que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on cesse cette instrumentalisation politique de ce dossier migratoire-là et prendre en charge la migration dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Mais monsieur Seye, on ne peut pas ignorer par exemple que dans tous les pays européens ou aux États-Unis, ou en tout cas au niveau de la diaspora, tous les partis politiques sont représentés. Aujourd'hui qu'on parle de représentativité parlementaire de la diaspora, est-ce que vraiment vous pouvez garantir, je veux pas de garantir, est-ce que le président Macky Sall peut vous garantir d'ignorer toute cette électorat de la diaspora au sein de l'Assemblée nationale? J'ai parlé tout à l'heure de la diversité de la diaspora. Maintenant, si un parti politique veut des représentations au niveau de la diaspora, mais que ce parti aille le chercher dans la diaspora. Mais là, on parle des députés dédiés à la diaspora. Oui, mais au niveau de l'Assemblée, c'est des députés aussi qui répondent au nom d'un parti politique. Oui, mais là, c'est une question spécifique à la diaspora.
Donc on ne peut pas prendre quelqu'un, un Boubacar Seye qui milite au sein de l'APR ou du PDS pour dire qu'il représente la diaspora. Dans ce cas, il ferait l'affaire de son parti au sein de la diaspora. Mais est-ce que vous avez reçu nous n'avons pas besoin de ça. Vous avez reçu ces garanties du président Macky Sall? Non, nous avons tout simplement acté, nous avons pris acte. Moi, je ne suis pas un membre du gouvernement, je suis un immigrant. Mais vous êtes la société civile. Voilà, vous n'avez pas été consulté. moi je refuse même moi je suis un migrant qui pose un débat international sur une meilleure gestion de ces flux-là. Je suis sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de problèmes, nous vivons le marqueur. Ce que nous demandons, c'est tout simplement une meilleure prise en charge des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Je ne suis pas politique, je ne vais pas rentrer dans ces débats politiques. Et malheureusement, nous l'avions constaté, dans ce pays, tout ce qui est politique est polémique. Nous n'allons pas verser cela. Alors, on nous parle des députés de la diaspora, qu'à cela nous tienne, mais il faudrait que ces députés soient tout simplement dévoués à la cause de la diaspora pour la diaspora. Et nous refuserons toute tentative de dissension ou bien de politisation de la diaspora qui a beaucoup souffert de cela. Parce que nul n'est censé ignorer que la diaspora aujourd'hui est un grand grenier politique qu'on utilise. Alors, des députés de la diaspora pour la diaspora, mais non des députés de la diaspora pour... Maintenant, si un parti veut ses députés de la diaspora, maintenant qu'il aille chercher dans la diaspora, c'est des gens qui vont le représenter, mais pas quand même... Et dans ce cas, on ne doit pas parler de députés de la diaspora. Donc, ce ne sont plus les députés de la diaspora, ce sont les députés. Mais on revient au schéma classique. Et là, il n'y a pas de changement. Donc là, on dirait qu'effectivement, il y a une tentative de division, de déstabilisation de la diaspora qui a beaucoup souffert, malheureusement. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'il y ait un processus organisationnel, ne serait-ce que pour mieux prendre en charge nos préoccupations. Il y a un éveil qui est là, il y a une prise de conscience qui est là, et je crois qu'il ne faut pas casser cet élan-là. Et nous ne serons pas d'accord sur ces questions-là, et nous aurons une position de principe en ce qui concerne toute tentative de déstabilisation ou de désunion au sein de la diaspora. D'accord. On voit que vous soutenez cette mesure, mais selon vous, qu'est-ce que ces 15 députés de la diaspora vont apporter de plus en termes d'amélioration de la situation des Sénégalais de l'extérieur? Vous savez, je l'ai dit en guise d'introduction, il faudrait une commission spécifique aux questions migratoires. Il y a eu combien d'assassinats? Combien de Sénégalais sont aujourd'hui dans les prisons sans aucune assistance spécifique? Maintenant, vous avez vu, nous avons vécu tout récemment et nous continuons de le vivre, le cas de Mbaye Diop. On me signale un Sénégalais du nord de Cheikh Diaw condamné à 30 ans de réclusion criminelle en Italie. Donc, vous voyez que cette commission sera chargée. Il doit y avoir une commission. Moi, je ne parle même pas des députés, mais je parle d'une commission spécifique aux questions migratoires avec un président de commission, et c'est cette commission qui se chargera de faire des enquêtes, de se déplacer dans les pays d'accueil, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite avec Mbaye Diop, comme c'est le cas je disais tout à l'heure des Sénégalais qui ont maille à partir avec la justice de certains pays, ne serait-ce que pour suivre ces dossiers-là. Mais aujourd'hui, nous avons eu compté combien d'assassinats, il y a eu combien de morts, mais jusque-là, à ma grande surprise, l'Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple sénégalais n'a jamais parlé des Sénégalais de l'extérieur, et nous le regrettons vivement. Donc les Sénégalais de l'extérieur sont zappés dans les préoccupations du peuple. Et il est temps, dans un pays comme le Sénégal, que la migration soit au cœur du débat. Parce qu'aujourd'hui... Du débat parlementaire. Du débat public. Donc, il y a une politisation de ce dossier-là. Aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une rupture, alors que la migration soit au cœur du débat, soit au cœur des préoccupations. Vu quand même la manne financière aujourd'hui que les Sénégalais de l'extérieur ingèrent dans ce pays-là. Donc, nous parlons des flux supérieurs à l'aide au développement, estimés à plus de $37 par personne et par an, $37 par personne du moins. De N fois d'une masse financière N fois supérieure à la masse à la masse salariale de la fonction publique du Sénégal, et même on nous parle de plus de 10% du PIB. Donc vous comprendrez que ces gens-là aujourd'hui devraient être présents la dans question de la migration, la question du développement. Il faudrait mettre le problème au cœur du débat, parce que comme nous l'avions tantôt dit, la paix et la sécurité en vue d'un développement humain durable influent aujourd'hui sur une meilleure gestion de ces flux-là qui pose problème. Et dans un pays comme le Sénégal, qui est une terre d'immigration, je crois qu'en ayant une bonne politique
migratoire, mais cela fera tout simplement du Sénégal un campus d'excellence en matière de migration internationale. L'implication de ces migrants dans les secteurs socioproductifs du pays ferait tout simplement du Sénégal, des Sénégal de l'extérieur, un socle de développement de ce pays-là. Beaucoup de pays l'ont compris. Je crois que si l'Inde aujourd'hui émerge, la Chine émerge avec des taux de croissance à 2 chiffres, c'est dû au fait qu'ils ont dû impliquer. Alors, ils ont dû gérer les flux, ils ont dû mieux organiser leurs ressortissants à travers le monde. Donc, c'est le cas de l'Inde, qui fait la promotion des produits chinois à travers le monde, et ils sont en train de dominer toute l'économie mondiale. Je crois que le Sénégal devrait suivre cet exemple. Mais exactement. D'accord. Nous sommes au tout début de l'année 2017. Selon vous, quelles devraient être vraiment les priorités pour cette année en termes de questions migratoires? Il faudrait une relecture des perspectives, parce que, vous l'avez dit, l'actualité 2016, l'actualité migratoire a été marquée par des crises, par ces drames au large des côtes libyennes. On nous parle de plus de 5000 morts, dont pratiquement des milliers de Sénégalais. Parce qu'il faut rappeler que parmi ces migrants-là, il y a beaucoup de Sénégalais. Mais puisque ce genre de migration aujourd'hui forcée, malheureusement, ne couvre pas le migrant sénégalais qui est économique. Donc le migrant sénégalais, il n'est pas couvert par la Convention de Genève de 1951 sur les droits des réfugiés. Le migrant sénégalais n'est pas couvert par le pacte européen sur l'immigration et les droits des réfugiés. Donc ce qui fait qu'effectivement, quand on entame un projet migratoire clandestin, on refuse de donner son identité par peur d'être rapatrié chez soi. Malheureusement, le migrant sénégalais, il est économique. Il n'est pas réfugié, mais il risque d'être rapatrié, comme nous l'avions dit. Et ce qui, effectivement, risque d'être une véritable bombe sociale dans ce pays-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait une relecture des perspectives. Il faudrait des outils d'aide à la prise de décision. Il faudrait changer de paradigme. Il faudrait faire en sorte qu'aujourd'hui, que le Sénégal quand même puisse être à l'abri de toutes ces problématiques-là. Une bonne politique migratoire, en tout cas, réduirait les risques à des proportions tolérables. Vous avez vu le chômage cyclique, structurel et endémique des jeunes qui posent des problèmes d'ordre sécuritaire. L'année 2016 a été marquée par une spirale de violence. Alors, le sang a beaucoup versé dans ce pays-là. C'est dû au fait que tout simplement, il y a un déficit entre le conjoncturel et le structurel. Donc, l'État n'a pas pu répondre aux questions d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel de la société. Il y a aussi, je parlerai du système éducatif aussi. Nous avons laissé le sang couler du fait d'un système éducatif basé sur l'obscurantisme et l'asservissement, et tout ceci a donné ce que ça a donné. Maintenant, au chapitre des migrations, je crois que le défi est la lutte contre le chômage endémique des jeunes, et qui pose des problèmes d'ordre sécuritaire, vu ce contexte très tendu et miné par la menace terroriste, les amalgames, etc., etc. Et dans un pays comme le Sénégal, je crois que où l'immigration présente des aspects aux conséquences incalculables dans notre société en situation de vulnérabilité chronique, je crois qu'il faudrait une relecture de tout cela, mettre plus l'accent sur la formation et la création d'emplois. C'est le seul facteur de paix, de sécurité et de stabilité dans un pays comme le Sénégal. Donc, vu la situation que vous venez de décrire, est-ce que vous craignez que la question de l'immigration clandestine refasse surface au niveau du Sénégal? Mais la question n'a jamais baissé d'intensité. C'est-à-dire que... Mais d'augmenter surtout d'intensité par rapport à la situation. Ça n'a jamais baissé d'intensité. Les gens continuent de mourir en Méditerranée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Le sujet devient tabou parce que... moi, je n'accuse personne. C'est un fait social. Nous sommes tous responsables. Quand on fait un survol des théories migratoires, donc chaque théorie impute une part de responsabilité à une frange de la population ou l'État. Donc, nous avons la théorie néoclassique qui impute la responsabilité à l'État. On migre parce que tout simplement on est pauvre. Donc là, il faut lutter contre l'extrême pauvreté. La nouvelle économie des migrations internationales, dans cette théorie, la migration cesse d'être un projet individuel pour être un projet collectif initié
dans la famille ou dans le couple. Donc, vous avez vu des familles qui ont vendu des biens pour que l'un des parents afin de pouvoir survenir aux besoins des autres. Donc là, la famille qui est responsable, la causalité cumulative, nous-mêmes, nous sommes migrants, donc le phénomène Topando, donc nous venons, nous placerons, nous montrons des choses qui ne sont pas réelles pour tromper la vigilance des gens. Donc, vous comprenez, aujourd'hui, nous sommes tous responsables. C'est un fait social. Donc, ce qui fait que je crois que, je l'ai dit tantôt, il faut une relecture des perspectives pour réduire les risques à des proportions tolérables. Mais comme le sujet est tabou, on a l'impression que les jeunes migrent de façon clandestine, de moins en moins, alors que tel n'est pas le cas. Non, tel n'est pas le cas. Mais le Sénégal est une terre d'immigration. Un Sénégalais sur 10, et plus même d'un Sénégalais sur 10, est candidat à l'immigration. Donc, ce qui fait que dans un tel pays, je crois qu'il faudrait changer de paradigme, il faudrait mettre des réflexions opérationnelles, ne serait-ce que pour réduire les risques à des proportions tolérables. Je rappelle qu'il y a eu plus de 5000 morts en Méditerranée, c'est trop, c'est trop. L'Europe cherche à gérer les flux en dehors de ses frontières. L'Europe s'érige en forteresse avec des barricades juridiques, politiques et physiques. Mais l'Afrique n'en parle pas, on n'en parle pas, le sujet devient tabou. Que lorsqu'il s'agit d'aller prendre de l'argent en Europe, là, les Africains, les États africains, profitent de l'immigration pour en faire leur soupape de sûreté, pour régler leur morosité économique. Là aussi, il y a une complicité de l'Union européenne, il y a une complicité de l'opinion internationale, des bailleurs de fonds qui doivent changer carrément de démarche, parce que malgré la multiplicité et la multiplication de l'aide au développement, mais cette aide n'a jamais été efficace pour lutter contre l'extrême pauvreté. Je crois qu'aujourd'hui, il faut changer le type de coopération. Nous l'avions dit, et l'accent devrait être mis aujourd'hui plus sur la formation et la création d'emplois. Je le répète encore une fois de plus, c'est le seul facteur de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Mais malheureusement, cet argent, l'aide au développement destinée à lutter contre l'extrême pauvreté, n'a jamais profité aux ayants droit. Cet argent rentre dans les tonneaux sans fond, pour ne pas dire plus. C'est ça, dans les caisses de l'État, pour ne pas dire dans les caisses de l'État. Si on revenait un peu on retournait un peu en arrière, en 2016, au mois de novembre, il a été soulevé un peu la question du rapatriement de centaines ou de milliers de Sénégalais qui vivent en Allemagne. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette question? Qu'en est-il? Voilà, il faut être clair et dire la vérité aux gens. J'ai envoyé un communiqué à toute la presse. Et je crois que l'Europe des 28 ou des 27 a été claire. Tout migrant économique sera rapatrié chez lui. Et le migrant sénégalais est économique. Il n'est pas prévu par la Convention de Genève de 1951. Au Sénégal, il n'y a pas de guerre. Parce que quand on fait un survol des théories migratoires, il y a la migration économique volontaire, c'est notre cas, nous migrants sénégalais, et la migration forcée, dont le mobile de déplacement est dû à des effondrements socio-économiques ou des persécutions systématiques, ou même la dégradation de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il a été démontré que les flux migratoires vont s'intensifier sous l'aiguillon des changements climatiques. Donc, effectivement, il y aura des rapatriements, ça c'est clair. Mais en fait, l'Europe ne rapatrie pas sans compensation financière. Donc, cet argent sera destiné à l'insertion socio-économique de ces rapatriés-là. Donc, si vous voyez, il y a eu des polémiques dans ce pays-là. Maintenant, nous allons demander l'ouverture d'une information d'une enquête pour voir si effectivement l'État du Sénégal a signé pour le rapatriement des migrants sénégalais en situation irrégulière, parce que nous avons entendu des propos de qui a démenti. Justement, écoutez, démentir pour dire quoi? Il a été clair. Nous ne sommes pas des enfants aussi. Maintenant, si l'État l'a fait, ça serait une grosse erreur, ça serait suicidaire pour l'État du Sénégal. Et quel serait l'impact? Une véritable bombe sociale dans ce pays-là. Vous imaginez un pays comme le Sénégal où tout le monde est candidat à l'immigration. Alors, vous partez signer des accords parce que tout simplement, il y a une morosité économique, parce que comme je l'ai dit, l'immigration étant pour ces gens-là une soupape de sûreté. Mais ça, c'est une grosse erreur. Ça serait suicidaire. Donc, aujourd'hui, je crois que ces problématiques-là nécessitent un débat de fond. Un débat de fond. Et je rappelle encore une fois, un rapatriement, quand il n'est pas volontaire, est une violation des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits. Et le Sénégal, en aucune manière, ne doit signer
le rapatriement de ses fils en situation irrégulière dans les pays d'accueil. Ça serait une erreur monumentale et ça serait vraiment suicidaire pour l'État du Sénégal et ça risque d'être la véritable bombe sociale dans ce pays-là. D'accord. Et avant de terminer, quels sont vos vœux pour 2017? Ben, d'abord, vous souhaitez plein succès dans cette nouvelle entreprise. Alors, je souhaite que l'année 2017 soit pleine de belles perspectives pour vous. Vu ce contexte mondial miné par les amalgames, les discours populistes, l'islam, migration, mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique, nous souhaitons une meilleure gestion aujourd'hui du triptyque immigration, paix et sécurité. Parce qu'il résulte aujourd'hui que la paix et la sécurité, en vue d'un développement humain durable, influent sur une meilleure gestion des flux migratoires. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait une relecture du droit international en matière de souveraineté des peuples. Et malheureusement, pour la migration, pour des raisons économiques, la souveraineté appartient à chaque pays d'accueil qui dicte ses lois. Aujourd'hui, vu ce contexte mondial de globalisation et de mondialisation, où tout le monde migre, parce qu'il y a une évolution qualitative du migrant, ce ne sont plus des plus pauvres qui migrent. Plus de 850 millions de personnes franchissent chaque année une frontière. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles. Il y a l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule sur le droit à l'immigration. Mais il y a des failles en vue de la création de l'État d'Israël. Le 14 mai 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée le 10 juillet. L'État d'Israël, le 14 mai. L'article 13 qui stipule sur le droit, c'est là, sur le droit d'immigration. C'est là où est venu le mot diaspora, c'est la dispersion du peuple juif vivant en dehors de la Palestine. Je crois qu'il y a des failles structurelles, il y a des précipitations. Aujourd'hui, le droit à l'immigration devrait être le corollaire logique du droit à l'émigration que stipule l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce que nous espérons pour une paix, pour un monde paisible. C'est ce que nous souhaitons pour 2017. Alors, une convergence entre les peuples, une architecture de paix en vue d'un développement humain durable. C'est ça notre souhait. Une meilleure gestion du triptyque immigration, paix et sécurité. Et nous espérons vivement que vos vœux soient exaucés. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être le premier invité de l'émission Actu Diaspora sur Ado et ITV. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça a été pour moi un grand plaisir et un honneur aussi d'être le premier invité. Et c'est un plaisir partagé. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour l'année 2017 et beaucoup de belles perspectives. Merci. Donc c'est tout pour ce premier numéro de votre émission Actu Diaspora. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.